Aujourd'hui, on reçoit les 4 principaux candidats à la mairie de Montréal. Vous allez voir, on aborde tous les sujets, des aqueducs aux pistes cyclables. Je vais peut-être même vous faire changer d'idée sur votre vote. L'important, c'est d'aller voter. Très bonne écoute. M. Sauvé, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment content d'être là. Bon, on va parler de politique municipale. Je suis super Ouais. content de ça. C'est une politique qui est pas mal aimée, là, mais moins aimée dans les intentions de vote. Je veux dire, il y a moins de personnes qui vont voter, tout ça. Avant qu'on commence, voulez-vous vous présenter? Pourquoi vous faites de la politique municipale? Je vous laisse le micro. Bien, ça fait 12 ans maintenant que je suis conseiller municipal. Avant ça, j'ai œuvré quand même dans la politique municipale pendant un bon 4 ans. Donc, ça fait longtemps que je suis une vieille meuble maintenant dans le monde municipal à Montréal. Là, puis j'aime ça. Qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé? C'était les concepts de développer de transport en commun dans la ville, le verdissement des villes. Puis là, j'ai vraiment piqué mon intérêt. Puis proche de Montréal à l'époque, c'était le premier parti avec lequel j'étais affilié. C'était Richard Bergeron, puis c'était un urbaniste. Ah oui? Puis là, je l'ai vu dans un journal, je pense que c'était Le Voir. Puis il parlait justement de ce verdissement, transport en commun. Puis les autres partis là, à l'époque, c'était Pierre Bourque, Gérald Tremblay, ils n'en parlaient pas. Puis je dis, ben, ça prendrait ça, plus de verdure dans nos quartiers très bétonnés, très asphaltés. Puis ça prend plus de transport en commun, une amélioration, parce qu'on n'a pas eu une nouvelle station de métro ouvrir sur l'île de Montréal depuis les années 80. Ça fait moi, longtemps. j'avais le goût. Ça fait longtemps, On oui. est dû, là. Fait que ça m'a intéressé. Je commençais à militer. Puis là, ce que j'aime beaucoup, c'est la capacité de faire des projets et les réaliser dans le quartier. C'est très pratique. Comme vous savez, peut-être, j'étais aussi affilié au fédéral. Ouais. Où j'aime débattre de la philosophie économique, les relations internationales, mais au municipal, c'est très concret, c'est quartier par quartier, c'est développer des parcs, c'est développer vraiment un espace de vie, ça m'intrigue. Ben, on touche à la vie des gens là, directement, on a un impact. Là. Oui. Pourquoi vous pensez que l'impact est tellement gros, justement, là, gros sur sur le monde là, réel? Pourquoi vous pensez que le taux de participation au vote est vraiment petit? Je pense que pour la plupart des gens, il y a un sentiment que il y a moins de pouvoir au municipal, en fait, malgré que je pense qu'effectivement, c'est très concret. Vous avez les mains là, à la pâte. Là. Ouais, ça change le quotidien des gens quand on travaille avec l'espace de rue ou autre, ou les parcs. Mais ils voient que je pense le fédéral et le provincial comme des gouvernements là où il y a plus de capacité d'agir et changer le monde. Je pense que c'est en partie vrai, mais les gens s'intéressent un peu moins à la municipal à cause de ça, je pense. Puis la couverture médiatique, ils ont moins de budget, hein, il y a moins de gens qui couvrent l'hôtel de ville. Quand j'ai commencé en 2009, en haut, dans les tribunes, où il y avait les médias, il y en avait toujours une demi-douzaine, 7 ou 8 journalistes même. Puis là, il y en a quasiment pas une. Là. Il y a peut-être un ou deux qui va écouter le conseil municipal. Donc, il y a très peu de gens qui sont embauchés par les médias pour couvrir justement juste l'hôtel de ville. Il en reste quelques-uns. Mais c'est pas la même attention médiatique. Donc, c'est ça qui est un peu problématique. On va en parler aujourd'hui. Là. On est là pour ça, pour que les gens aillent voter. C'est important. Peu Absolument. importe la municipalité, parce qu'encore, on Oui. parlait de Terrebonne. Vote par acclamation. D'une grosse ville comme ça, c'est quand même dommage. Ouais. Il n'y a personne... Ouais. Bon, on parle de transport en commun, on va parler de divertissement. Transport en commun, demain matin, vous êtes maire. C'est quoi votre vision de Montréal? Parce que, ben, vous l'avez dit, là, bon, Montréal, premièrement, a eu... fait longtemps qu'on n'a pas eu de métro. On a puis j'ai eu la chance de voyager. On a un très beau métro. Est-ce qu'il pourrait être amélioré comme tout? Est-ce qu'il pourrait être grossi? Oui, bon, on le voit avec la nouvelle ligne. C'est quoi votre vision de Montréal côté transport en commun? Là, on parle uniquement, bon, métro, tramway, peu importe, là, autobus. Là, c'est quoi votre vision de ça? Il faut développer beaucoup plus. Donc, nous, on est beaucoup dedans. On veut voir un prolongement de la ligne verte dans l'ouest vers La Salle, la Chine. On veut voir un prolongement de la ligne orange-ouest pour connecter avec le REM, donc de Côte-Vertu, Bois-Franc et même jusqu'à Laval. Beaucoup d'argent en parle aussi à Laval. On veut voir le tramway de l'Est également. Et pourquoi le transport en commun est tellement important? Je pense que ça offre plus de liberté de choix aux gens. Parce qu'il y a plein de quartiers à Montréal où le transport en commun n'est pas adéquat. Donc, les gens ne sentent pas qu'ils ont un vrai choix. Ils sentent comme « je dois prendre mon auto » parce que c'est la seule manière où je vais me rendre à l'école, au travail, faire l'épicerie. Mais avec du transport en commun de qualité, tout d'un coup, les gens ont plus de liberté de choix. Bon, on a le métro ici. Peut-être que je vais prendre le métro pour me rendre au travail. Mais c'est ça vraiment notre philosophie chez Transition Montréal, c'est d'offrir plus de choix aux gens,
Donc, il faut développer le transport en commun. Il y a plein d'arrondissements où il n'y en a pas de train léger ou de transport en commun, comme on dit, structurante, de bonne qualité. Donc, on veut aller de l'avant avec ça. Et pour y arriver, pour commencer aussi, des voies réservées d'autobus aussi de bonne qualité, avec une fréquence intéressante, pour que les gens ont juste à se pointer à une ligne de qualité, puis ils savent que le prochain autobus va venir à 5-6 minutes. On est capable de faire ça partout en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, en Mexique, là, c'est très fréquent de voir des lignes avec une belle fréquence comme ça. Mais à Montréal, on n'en a pas tant. Est-ce que pour l'améliorer rapidement, parce que, bon, on le sait, là, les métros, ça coûte cher, les tramways, ça coûte cher, je pense que la capacité de payer des taxes des citoyens, on est là en ce moment avec l'inflation, puis tout, là, on est au maximum. Est-ce que la solution rapide, c'est justement là, optimiser le transport d'autobus, optimiser le transport de métro? Bon, le REM, on en parle. Est-ce que c'est le développement rapide de tout ça ou c'est de tout de suite, là, bon, les nouvelles lignes de métro, même si on n'a pas vraiment la capacité de paiement de payer en ce moment? Là? Bien, je pense qu'un prolongement du métro, c'est plus sur moyen terme. Et oui, effectivement, améliorer la capacité des autobus présentement. Le système de métro est presque à capacité. Donc, il n'y a pas beaucoup d'améliorations qu'on peut faire. J'ai été vice-président de la STM pendant 4 ans. OK. Donc, j'ai beaucoup étudié la question. Ben, on le voit, là. C'est chargé. Là. C'est chargé. Puis, déjà, il faut en avoir un espacement de 2 minutes et demie par métro. Mais il faut développer dès aujourd'hui les prochaines lignes. Il faut commencer à y penser. Avec l'STM, on a mobilisé un nouveau bureau pour prolonger la ligne bleue vers l'est. C'est 300 personnes qui gagnent de l'expertise qu'on a perdue à Montréal parce qu'on n'a pas fait du métro depuis longtemps. Ils gagnent de l'expertise et la pire situation serait de démobiliser ces gens-là après qu'ils ont travaillé un projet concrètement pour qu'ils aillent ailleurs, au Québec, Canada, dans le privé. Il faut garder ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est de garder ce bureau de prolongement et l'affecter au prochain prolongement. Comme j'ai dit, la ligne orange dans l'ouest, pour connecter le REM et le métro, c'est un lien naturel. Il faut les connecter. C'est 2 stations de plus. Donc, qu'on les affecte directement, puis on ne mobilise pas le bureau. Je pense que c'est déjà quelque chose de sage en termes de gestion. D'ailleurs, on a acheté un tunnelier qui était shippé par bateau d'Europe. Puis notre plan, c'est de le mettre en place, d'utiliser, puis le revendre après. Pourquoi pas juste garder le tunnelier pour faire ses prochaines stations de métro? Ça serait moins cher à long terme si on faisait ça. Est-ce que vous croyez qu'en développant, bon, justement, le transport commun, le métro, tout ça, est-ce que l'économie de Montréal peut en profiter ou ça va être de l'autre côté, ça va coûter extrêmement cher aux citoyens? Est-ce que ça va être un développement économique, en fait? Mais absolument, c'est un développement économique. On sait que chaque scène qui est investie dans le développement de transport en commun, il y a toujours des retombées positives pour l'économie en termes de productivité des travailleuses et travailleurs, en termes de développement urbain aussi autour de ces des stations de métro ou de tramway ou d'autobus de grande fréquence, des opportunités de développement intéressants aussi autour. On sait, là, il y a une tonne d'études sur la circulation et comment ça affecte des travailleuses et travailleurs quand ils arrivent au bureau. Quand on est pogné dans le trafic, là, on est stressé, tu sais. C'est pas le fun. Et on stresse les autres. C'est ça. Tout le monde est stressé. Tu sais, on arrive au bureau à 8h30 le matin, on est déjà stressé. Donc, la productivité pour cette travailleuse-là va être moins intéressante que si on arrive puis on est sans stress, on est chill, on est zen quand on arrive. Donc, c'est pour ça que d'avoir plus de choix et plus de fiabilité dans notre transport, ça va aider aussi dans la productivité de tout le monde. Donc, plus de transport en commun, moins de circulation, plus de choix pour la population. Vous avez été à la STM pendant 4 ans, vous venez de nous le dire. Comment on arrête l'hémorragie monétaire? Là, parce qu'on sait que ça coûte extrêmement cher. Bon, le transport en commun n'est pas là pour faire de l'argent, du profit, on le sait, mais n'est pas là non plus pour ruiner. En ce moment, on coupe dans les services. C'est quoi la solution? C'est-tu d'augmenter les prix? C'est quoi? Bien, actuellement, et c'est le cas pour le STM depuis très, très longtemps, et toutes les sociétés de transport à travers l'Amérique du Nord, déjà, c'est subventionné autour de 60%. Donc, pour le STM, je pense que c'est 42-43% de leur budget d'opération, ça vient des tarifs. Le reste, c'est subventionné. Okay, parfait. Un peu comme le système de santé, le système d'éducation.
les bénéfices sont secondaires. Les bénéfices de retombées économiques sont dans la société, dans son ensemble. Comme je dis, un bon investissement pour la productivité de nos travailleuses et travailleurs, pour le roulement de l'économie montréalaise, pour décongestionner. Donc, je pense qu'effectivement, une saine gestion est importante. Mais là, on est dans une période où la pandémie nous a beaucoup affecté. Notre habitude de vie, notre habitude de travailler. Énormément avec le télétravail. Télétravail, bon, on le voit, là, exactement. les tours à bureau sont vides. Ouais. Donc, c'est ça, là. Donc, il y a plusieurs compagnies aussi qui... Puis pour être compétitif, là, ils veulent offrir à leurs employés de l'opportunité à télétravailler. Donc, ça a baissé la quantité de gens qui prennent l'STM. Donc, il y a eu une baisse de leurs tarifs. Donc, c'est là où ça fait mal à l'STM aujourd'hui. C'est la même chose pour les autres opérateurs de transport en commun à travers le Québec. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir de l'investissement gouvernemental pour s'assurer qu'on n'a pas à couper les services. Je comprends. On parle de mobilité durable en ce moment. On va parler de déplacement à vélo. Je suis un cycliste. Je ne sais pas si vous le savez. J'utilise vos pistes cyclables ici couramment. Premièrement, est-ce que c'est un sujet qui prend trop de place dans l'actualité en ce moment, les pistes cyclables? Est-ce que vous trouvez que c'est comme... c'est too much, là. C'est assez, il faut arrêter d'en parler. On l'a fait. Il faut continuer à en faire. Bon, peut-être, on va en parler après. Est-ce que ça prend trop de place? Je pense que c'est un peu démesuré, honnêtement. Mais je comprends en même temps la frustration, l'inquiétude. Quand on change le quotidien de quelqu'un, le stationnement n'est pas comme ça l'était, ça peut être frustrant. Donc, je comprends ça. Mais en même temps, il y en a tellement de dossiers qui sont cruciaux pour la bonne santé de notre ville que je pense qu'on mérite d'en parler à d'autres dossiers également. Tu sais. On peut parler justement des travaux, on peut parler de l'itinérance, du logement, de l'économie, développement économique. Mais tu sais, il y en a beaucoup de dossiers, puis je trouve que c'est un dossier crunchy où on peut faire des vox pop le fun dans la rue. Là. Mais dans le fond, quand on frappe aux portes puis on parle avec des citoyens, ils parlent de plein de choses. Là. Plein de choses. Puis c'est pas... Les pistes cyclables, ça prend beaucoup de place dans ce débat aujourd'hui. Mais on voit, là, il y a de plus en plus de personnes qui prennent le vélo pour se déplacer, pour les loisirs aussi. Puis là, la réponse de la ville, c'est de venir sécuriser là où il y a beaucoup de cyclistes. Donc, c'est pour ça que ce qu'on propose, nous, aussi, à Transition Montréal, de sécuriser pour tout le monde. Et moi, quand je suis derrière le volant aussi, là, quand il y a une séparation claire de la route, c'est plus simple aussi. C'est plus comme confortable pour tout le monde. Bien, sécuritaire. Mais c'est là sécuritaire en premier, c'est plus confortable. C'est là que je m'en allais. Fait que les pistes cyclables, bon, c'est très important, surtout pour une métropole comme Montréal. Fallait que les pistes cyclables soient faites. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mm-hmm. On a un beau réseau en ce moment. On parle d'économie aussi, parce que tout coûte cher. On va parler d'infrastructure après. Est-ce qu'on a les moyens de... Bon, là, vous allez me dire oui, parce qu'il faut plus de mobilité durable. Mais est-ce qu'on a les moyens d'investir là-dedans? Parce que là, vous allez me dire, ouais, c'est pas tant de millions que ça. Mais en ce moment, ces millions-là, on va parler après de crise sociale, des logements, tout ça. Est-ce qu'on a les moyens de mettre encore de l'argent là-dedans? Quand on sait qu'il faut investir dans la STM, dans tout ça, là. Mais c'est un budget d'investissement de la ville. Puis, en fait, on peut le faire moins cher, je pense, aussi, et plus rapidement. OK. Il y en a certains pistes cyclables qu'on fait à Aldres. C'est nice, puis on expérimente, on innove. Mais des bordures de granit pour une piste cyclable. Je m'en allais là. En as-tu besoin vraiment de bordures de granit? Non. Moi, je suis une cycliste. Ouais. J'ai comme, voyons donc. On peut faire avec parfois des bollards, des jerseys pour implanter plus rapidement. Là, on peut le rendre sécuritaire sans la bordure de granit. Non, mais on parle de la bordure de granit. Puis hier, j'étais justement dans Rosemont. Là, je ne sais pas si on a mis tout l'argent dans la bordure de granit. Là, il n'y avait pas de bordure. C'était super dangereux. Des pistes cyclables, tout ça s'entrecroise. Fait que peut-être plus stratégique aussi, les pistes cyclables? Oui, non. C'est clair que quand on les fait, il faut les séparer clairement du trafic automobile pour essayer d'avoir plus de confort. Comme je dis, autant pour les cyclistes que pour les automobilistes. Et donc, effectivement, c'est difficile dans un cadre bâti déjà. Montréal existe déjà. C'est une métropole pleine de monde. Ouais. Donc, il y a certains quartiers qui ont la misère de choisir la bonne place de les mettre. Dans le sens où certaines routes sont juste beaucoup plus minces. Dans certains quartiers, il y a moins d'espace.
Dans certains autres quartiers, il y a beaucoup d'espace, on peut travailler avec et c'est plus simple d'implanter. Puis ça ne dérange personne parce qu'il ne faut pas enlever le stationnement. On peut faire tout et plaire à tout le monde. Mais dans les quartiers centraux, c'est là où c'est crunchy. Là. C'est très crunchy. Ben, ici, sur le plateau, là, on enregistre sur le plateau. Ici, c'est très crunchy aussi. Oui. Bon, là, on va parler d'autres choses beaucoup plus importantes que ça. Infrastructure, toute l'aqueduc, là, on le sait, là, on regarde la map de Montréal, tout est... Ben, en fait, du Québec au complet, là, tout est en train de s'effondrer. Là, il y a plein de chiffres que j'entends depuis ce matin. On veut mettre 250 millions, on veut mettre 500 millions par année pour refaire les aqueducs. Bon, c'est aqueduc égale beaucoup d'argent. Après ça, beaucoup de chantiers de construction. Comment vous voyez ça, ouvrir les rues là, dans les prochaines années? Parce qu'il faut le faire. On a des avis d'ébullition d'eau à toutes les semaines maintenant. Là. Oui. Fait que c'est quoi la vision? Je vais vous dire, là, si une candidat à la mairie vous dit le contraire, il mente. On va avoir beaucoup de construction pendant au moins une décennie. Ben oui, on le sait. C'est certain. L'état des infrastructures souterraines est très mauvais. On ne le voit pas parce que c'est souterrain. Mais et c'est plate pour un politicien d'en parler parce que c'est comme. C'est pas sexy, là. Non. Et on fait pas vraiment campagne que qui va réparer plus d'infrastructures souterraines, mais il faut le faire. On voit aussi des quantités de pluie fortes, des gens qui se font inonder. Oui. Ça tombe plus rapidement, on n'est pas équipé pour ça. On peut recevoir une pluie de quantité qu'on recevrait normalement 2 mois dans quelques heures. Donc ça, c'est problématique. Donc les infras sont vieilles, ils sont en état délabré. Et moi, je vois une rue comme un gâteau. Et ce qu'on voit à l'asphalte, là, c'est juste le glaçage par-dessus. C'est le crémage. C'est ça. Mais en bas, là, si on perd la structure, c'est là où le glaçage va tomber au milieu. C'est pour ça qu'on a autant de nids de poules. Parce que ce qui est en dessous, ce qu'on ne voit pas, est en train de craquer. Donc, la structure n'est pas stable. Donc, il faut beaucoup améliorer. Si on veut de meilleures qualités de route, il faut aussi améliorer notre infrastructure souterraine. Puis c'est cher et c'est invasif. Quand on remplace un aqueduc, là, il faut éventrer la route. C'est pas le fun. Moi, j'ai déjà vécu à côté de ça. C'est pas plaisant, mais il faut le faire. Donc, on va continuer avec une cadence avancée pour essayer de rattraper le déficit infrastructurel qu'on a eu. C'était des années de non-investissement après l'Expo. Ils ont poussé par en avant. Puis Vraiment mauvaise gestion. Puis, tu sais, c'était pas Projet Montréal qui a inventé ça. Là. C'est vraiment comme Coder. La fin de Tremblay, Coder, c'est comme, OK, guys, on se ramasse, on fait nos infras, puis tout le monde continue. Puis le prochain maire ou mairesse, on va continuer, c'est certain. Alors, vous êtes franc et vous dites, on reste dans les travaux. Il ne faut pas commencer à compter des... Désolé, les Montréalais. Non, mais c'est correct. Je pense que tout le monde le sait aussi. Oui. Mais se le faire dire, peut-être que c'est plus facile à accepter après ça. Oui, on va être honnête. Bon, soyons honnêtes, crise du logement. Oui. Crise du logement sociable. Avoir accès à la propriété, très compliqué. Puis là, boule de neige, bon, plus d'itinérance. On est rendu avec des milliers de personnes. Là, les chiffres qui sont avancés ce matin, entre 5 et 8 000 personnes dans la rue, c'est peut-être plus. C'est quoi, votre vision de tout ça? Comment on fait pour attirer plus de promoteurs? Parce qu'on le sait, le fameux 20-20-20 de l'administration Plante en ce moment n'a pas fonctionné. C'est quoi votre vision là, pour attirer puis pour pouvoir mettre des logements abordables? Là? Une grosse question. Il y a beaucoup d'éléments de là-dedans, certainement. Pour nous, de résoudre la crise du logement, ça passe beaucoup par le but non lucratif. C'est-à-dire, quand on fait du logement hors marché, de coopérative, sociale, communautaire, c'est ça le vrai rempart de l'abordabilité selon notre formation politique. Donc, pour ça, il va falloir investir, créer des leviers financiers pour des groupes communautaires qui peuvent acheter des terrains. Vous voulez dire la ville veut acheter des terrains? La ville, à l'aide financière avec la province du Québec, le gouvernement du Canada, on veut aller à un point où on est comme Vienne. On pense à Vienne, en Autriche, une des plus belles villes au monde. Je reviens de là l'année passée, c'est magnifique. Ah oui. Puis les nouveaux projets urbains là, sont extraordinaires. La qualité de vie est très intéressante. 60% des logements en Vienne sont hors marché. 60%. La classe moyenne habite dans les coopératives et du logement social. Mais il y a quand même beaucoup de verdure. C'est confortable. Ça n'a pas l'air d'un vieux HLM des années 60. C'est magnifique. Vienne, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est magnifique. Et ça, c'est un travail qui ont commencé dans les années 30, je pense, en Vienne, 1930. Et aujourd'hui, c'est une des villes les plus abordables en Europe, malgré le fait que ça a l'air d'un conte de fées. Donc, c'est ça notre stratégie, nous. On veut répliquer le Vienne. Donc, on veut vraiment miser sur le logement hors marché.
Et pour les promoteurs, je pense qu'il y a une manière, en général, parce qu'il faut s'assurer qu'on maintient un rythme qui garde, un rythme avec la démographie, qui va augmenter aussi. Puis là, on est beaucoup en retard en ce moment. On le voit Ouais. dans la crise. Là. Si on crée la rareté, les prix vont augmenter encore plus vite. C'est ça le problème aussi. Donc, je pense qu'il y a une manière de rendre la vie plus facile en termes d'émission des permis aussi. Je suis la nouvelle gauche, là. Je suis une gauche qui n'est pas en amour avec la bureaucratie pour avoir la bureaucratie. Je pense qu'il faut réduire les éléments de la bureaucratie qui sont inutiles, les vieux règlements qui sont inutiles et vraiment renouveler notre approche vers une ville qui gouverne pour tout le monde. Donc, effectivement, je suis un gars qui veut investir dans le public, dans le social, mais aussi je suis quelqu'un qui veut nettoyer, simplifier un peu la bureaucratie pour tout le monde et pour les citoyens qui veulent rénover leur maison aussi. Ben oui, ben là, c'est tellement long, les permis. C'est ça, c'est quoi le target justement d'un délai de permis respectable pour vous, pour votre administration? Là? Ben, tu sais, ça dépend. Si c'était comme je veux remplacer mes fenêtres, on aimerait ça que ça se fasse dans un mois, là, tu sais. Maintenant, Ben là, c'est c'est pas moi. rendu des mois. Non, mais c'est ça. Puis les gens stressent, tu sais, parce qu'ils doivent vraiment finir leur fenêtre, installer de nouvelles fenêtres avant l'arrivée de l'hiver. Parce qu'avec les délais, ils ont le misère à le faire. Donc là, ils stressent. Ils disent, qu'est-ce que je vais pouvoir passer un autre hiver comme ça? C'est très, très, très frustrant pour les gens. Donc, il faut faire en sorte de donner les permis plus rapidement. C'est comme je dis, c'est nettoyer un peu les règlements. Ce qu'on propose, nous, à la bureaucratie, là. Bureaucratie, mais on veut quand même avoir certains contrôles pour s'assurer que tout fonctionne bien, là. Mais ce qu'on propose, nous, à Transition Montréal, c'est une commission de simplification. C'est une vraie commission publique qui va siéger à l'hôtel de la ville, où chaque arrondissement de la ville de Montréal doit passer devant la commission, en public, sur YouTube, expliquer comment ils ont facilité l'émission des permis, faciliter des réglementations et comment ils ont facilité la vie pour tout le monde, que ce soit les citoyens et les entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose, je sais que la saine gestion, c'est parfois de mettre un peu de pression sur l'appareil gouvernemental. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant d'avoir une telle commission-là. Après mes 12 ans d'expérience au municipal, je sais que mettre un peu la lumière sur la fonction publique, ça les aide à bouger plus vite. Ben oui, ça stresse justement le fonctionnaire, ça l'accélère. Mais ils veulent aussi, mais on va les encourager. Je comprends ça. Bon, là, on parle de crise de logement. On va parler d'itinérance. On est au Québec. C'est pas normal que les gens, que ça fait 15 ans qui habitent dans la même place, du jour au lendemain, se retrouvent sans logement parce que, bon, ils se sont fait évincer puis ils n'ont plus les moyens. Comment vous voyez régler ça? Là, parce que 5, 6, 7 000 personnes, là, c'est une ville là, qui vit dans la rue. Là. Fait que, puis c'est très triste qu'au Québec, en ce moment, ça arrive. Ouais. Ça crée de la criminalité, ça crée des... Fait que c'est quoi la vision? Chaque personne qui est dans la rue est là pour une histoire différente, des raisons différentes. Parfois des bonnes raisons, des mauvaises raisons, mais ils sont dans la rue. Puis chaque histoire va prendre des solutions uniques pour cette personne-là. Il y en a des gens qui ne consomment pas, puis ils n'ont pas d'enjeux de santé mentale, mais qui sont dans la rue. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas d'argent, en fait. Ils pas d'argent, ils se sont fait évincer, il y a une feu, tu sais. Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des prisonniers qui sortent de prison, puis il n'y a pas de logement de l'autre côté, là, tu sais. C'est fou, là. On n'est pas préparé. Il y a des personnes qui consomment, tu sais, aussi, puis ils ont besoin d'un suivi différent. Certaines personnes qui consomment, qui sont prêtes à sortir de ça, d'autres qui ne sont pas encore prêts. Des personnes avec des enjeux de santé mentale. Pour nous, ça prend en premier lieu des services pour tout le monde. Donc, il faut investir, oui, massivement là-dedans, mais c'est la seule manière qu'on va vraiment sortir les gens de l'itinérance, c'est-à-dire les services communautaires, santé mentale. Il faut aller vers les gens aussi. La deuxième chose, il faut qu'ils aient une logis, que ce soit transitionnel, temporaire, au début, mais il faut avoir une certaine structure pour aider les gens. Si j'ai une logis, une place où je suis sécure, je suis beaucoup plus libre à être aidé par quelqu'un. Si le travailleur de rue doit essayer de chercher les personnes qu'on veut aider et on ne les trouve plus, à chaque fois, on perd un peu d'opportunité de les aider. Donc, il faut donner une certaine stabilité aux gens. Donc, il faut s'apprendre un logement temporaire, transitionnel, ou même si les gens sont prêts à avoir une vie organisée, un vrai logement, mais aussi des services communautaires qui viennent avec. Et adapté à la personne. Mais on les loge comment? Parce qu'on on sait qu'il y a beaucoup de bâtiments vides qui appartiennent à la Ville de Montréal qui coûtent des dizaines de millions de dollars par année à entretenir.
Est-ce que ça passe par ça? Est-ce que c'est des nouveaux logis temporaires comme M. Rabouin suggère, là, des trucs qui viennent Des modulaires. Exactement. Ouais. Comment premièrement, on les sort de la rue avant de les soigner? Parce que si on les soigne, on remet ces gens-là dans la rue. On n'avance à rien. Là. Ouais. Ça prend tout. Mais bon, non, mais c'est fini. Allez voter. Merci, on est fini. C'est réglé. Mais non, mais je sais que c'est gros, là, tu sais, puis je dis, bon, on va financer ci, on va financer ça, mais c'est vrai, là. C'est comme collectivité canadienne, québécoise, montréalaise, font qu'on investisse dans les logements, que ce soit modulaire, ça c'est bon. Réparer ce qui existe aussi, acheter ce qui est sur le marché, peut-être les loger dans les hôtels et motels. Tu sais, comme j'ai dit, il y a des gens qui sont prêts à loger, ils sont organisés, ils ont passé une bad luck, puis ils ont juste besoin d'un petit coup de main, là. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans la rue qu'on pense que c'est à cause d'une bad luck. Oui. Puis cette bad luck-là, ils sont pas capables de s'en remettre. Là. C'est difficile, là. Tu sais, il y a des femmes qui étaient violentées aussi, qui sont, ils dansent sur les divans d'amis ou ils sont dans les hébergements temporaires puis ils trouvent pas le moyen. Des gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans la rue, ils consomment pas de problème de santé mentale, mais s'ils n'ont pas de beaux vêtements, leurs dents sont en pas bonne forme, trouver un job, c'est pas facile. Toutes sortes de raisons, là. Donc, ça prend une panoplie d'options, mais toutes les options pour loger les gens, minimalement, temporairement, pour qu'on puisse leur donner un petit coup de main, ça va aider beaucoup. Donc, toutes les solutions sont bonnes. On va aller dans un truc un petit peu plus heureux. Montréal est une ville magnifique. Oui. On adore l'événementiel à Montréal, surtout l'été. L'hiver, c'est plus compliqué. Comment vous voyez justement l'événementiel, le tourisme qu'il faut parce que c'est de la nouvelle argent? Comment vous voyez ça dans votre administration de matin? Vous êtes maire. Là. Est-ce que vous voulez plus de grands événements, plus de petits événements là, de quartier pour attirer du tourisme? Comment vous voyez ça? Je pense que les gens qui viennent à Montréal, ce qu'ils veulent vivre, c'est le vibe de Montréal. Donc, ils veulent vivre... on l'entend souvent. Quand on voyage, les gens à Montréal, le vibe, c'est vrai. Tu sais, et le vibe, c'est plein de choses. C'est des grands festivals, mais aussi, ce sont les quartiers aussi. Tu sais, aller pour une bagel sur le plateau, mais chiller au marché Vent-Talon, tu sais, prendre une randonnée sur la montagne, tu sais, aller sur le piste cyclable dans Verdun, ça, c'est du vibe montréalais. Donc, il faut protéger ce vibe-là. C'est-à-dire de protéger les petits bars, des petites boîtes de nuit, des restaurants, les aider et s'épanouir. Donc, ça, c'est important. L'abordabilité aussi, tu sais. Il y a des villes qui sont vraiment magnifiques esthétiquement, je pense à Vienne. Mais c'est difficile à trouver, pas une Vienne, excusez-moi, j'ai mentionné Vienne déjà, Venise, tu sais. Mais on ne trouve plus les Vénésiens. Ils sont difficiles à trouver parce que c'est tellement devenu presque une Disneyland, tu sais. Donc, je veux pas que ça arrive chez nous, là. Je veux que Montréal demeure Montréal parce qu'on est cool, parce qu'on est le fun. Puis ça va attirer les touristes. Les lieux les plus visités à Montréal, c'est souvent le plateau Montréal, mais aussi le Vieux-Port. Et de plus en plus, c'est aussi Verdun, le Sud-Ouest. Oui, le Sud-Ouest est en plein Chantalon. Le marché Chantalon, il y a des touristes tout le temps. C'était pas ça à 10 ans. Non. Parce que le tourisme a changé aussi. Hein? Les gens veulent de l'authenticité. Donc, pour l'avoir à Montréal à long terme, il faut le protéger. On parle beaucoup de touristes, fait que les touristes marchent beaucoup. Les rues piétonnières, est-ce que vous voyez un vieux Montréal piétonnier? Est-ce que comment vous voyez ça? Parce que là, vous me parlez du vieux Montréal. Est-ce que vous êtes pour les grands événements? Je veux parler de la F1 avec vous. Comment vous voyez le touriste arriver sans qu'on devienne un Disneyland? Comment on les attire? Oui. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est les vibes des quartiers qu'il faut maintenir absolument. C'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup de la vie nocturne dans cette campagne-là. Oui. C'est un enjeu. On voit des bars qui ferment, des salles de spectacle qui ferment, les petits. Là, parce que le nightlife à Montréal est vraiment en décroissance. Là. Il y a des vrais défis. Là, comme il y a des gens, là, les jeunes surtout, ils boivent moins qu'ils buvaient avant. Oui. C'est plus difficile à faire une profit dans une petite boîte de nuit ou un petit bar. Puis là, la ville est très sévère envers le bruit, envers des règlements. On ne facilite pas la vie de ces petits tenanciers des bars et des boîtes de nuit. Donc, je pense vraiment il faut, comme j'ai dit, prendre le bord des bars et les appuyer davantage et juste accepter et même célébrer qu'il y a du bruit là où il y a du nightlife, là où il y a du vie nocturne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenir aussi. L'abordabilité de nos artistes aussi. Donc, s'assurer que les artistes peuvent continuer à performer, pratiquer leur métier. Ça, c'est très important aussi. Donc, appuyer nos artistes. Et moi, je vois aussi des petits festivals culturels indépendants
qui sont toujours en mode survie. Hein. Chaque année, c'est la même chose. Tous les... Ils font des sociofinancements des campagnes. Là. Ils essaient de garder, juste de fonctionner leur vie. Puis là, on leur demande de remplir tellement de paperasse, un petit festival de quartier, autant que le festival de jazz. Puis ils n'ont pas une tonne de personnes qui peuvent les aider. Donc, je pense qu'il faut aussi revoir la quantité de paperasse qu'on demande aux petits festivals, puis on veut les financer mieux pour que les quartiers puissent exister dans tous les quartiers de Montréal. Ça, c'est authentique. Ça, c'est intéressant. Ça appuie les jeunes et artistes émergentes. Et ça, c'est l'authenticité, je pense, que les touristes vont venir voir. En terminant, M. Sauvé, c'est quoi votre vision de Montréal 0-10 ans? Demain matin, vous êtes au pouvoir, vous réalisez tout ce que vous me dites en ce moment. On la voit comment, la métropole, là, Montréal, comment on la voit dans 10 ans? Mais je veux que Montréal soit en voie d'être la ville, la métropole, la capitale de l'abordabilité en logement d'ici 2050. Et avec ça, les vibes, le nightlife, la vie culturelle, que ça continue, puis on est reconnu encore d'être la ville la plus fun en Amérique du Nord, la ville la plus vibrante et culturelle et intéressante. Donc ça, je veux absolument le préserver et ça passe, à mon avis, par l'abordabilité. Merci beaucoup, M. Sauvé. Et merci à vous. Vraiment un plaisir. C'est bien le fun.